Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore à ce rendez-vous du Forum des rédactions, ce rendez-vous d'échange des idées, ce rendez-vous de confrontation des idées, des analyses et des commentaires. Madame, Messieurs, nous sommes vendredi 11 octobre 2024. Les choses se reprécisent dans la République. Déjà, hier, jeudi, il y a eu un accord de gouvernance entre l'Union progressiste, le Renouveau et bien sûr le Bloc républicain. Un accord qui pourra leur permettre dans certaines communes du Bénin d'aller aux élections générales de 2026 et certainement de gagner certaines communes. Vous comprenez de quoi je parle. Mes débatteurs vont réagir à l'entame de cette émission déjà sur ces stratégies déployées par ces partis de la mouvance. Mais le terme d'aujourd'hui et qui fait l'objet de cette émission, c'est bien un terme qui concerne donc également 2026, choix du dauphin pour 2026. Casse-tête pour Patrice Talon ou stratégie du sage? Casse-tête pour Patrice Talon ou stratégie du sage? Et c'est donc à ce sujet, à ce thème, que les débatteurs vont confronter verbes et arguments. Et pour en parler, ils sont déjà installés dans ce studio. Je vais vous les présenter dans un court instant, tout en vous notifiant que c'est Marcel Yedo, jeune et compétent, qui réalise cette émission, entouré de Gérard et d'Emmanuel. Eh bien, retour dans ce studio, je vais commencer par le jeune prodige. À ma gauche, lui, c'est Hugues Hector Zogo. Il est de retour dans ce studio. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maureen, bonsoir également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver sur ce plateau. Et vous nous avez dit que ce thème ne se fera pas sans vous. Puisque je suis citoyen béninois et tout ce qui a rapport à la démocratie pluraliste me concerne, donc c'est avec plaisir que je pourrai opiner. À ma droite, comme Jésus, à la droite du Père, Oumar Andjou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir à tous. Merci de me faire confiance, merci de m'inviter pour le Forum des rédactions. Vous êtes analyste politique, Hugues Hector Zogo, il est directeur de publication du quotidien L'Indépendant, mais il est analyste politique également. Il est tout pimpant, on va le défier pour vendredi prochain. Prochain, oui. On se mettra dans des costumes sur mesure également. C'est vrai que nos ventres sont plutôt proéminents, mais on va quand même se mettre sur mesure pour le concurrencer. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux, Oumar? Alors oui, juste une petite blague pour déjà vous installer confortablement chez vous à l'entame de cette émission. Venons-en aux choses sérieuses. Oumar Andjou, vous avez appris... Si vous permettez déjà, avant même de venir aux choses sérieuses, moi j'aimerais féliciter votre génie, votre créativité à sortir un tel thème, parce que vous avez vu très juste, casse-tête ou stratégie du sage. En fait, tout est dans le thème en réalité. Si vous regardez très bien, même notre commentaire, ce que nous aurons à dire aujourd'hui ici sur ce plateau, en réalité, tout est contenu dans le thème. Et ça, moi, j'aimerais vous féliciter pour ça, parce que beaucoup de personnes vous diront, ouais, c'est un casse-tête. Vous voyez, le camp est déjà formé. L'autre vous diront, non, en fait, c'est une stratégie, il sait ce qu'il fait. Voilà les deux camps. Donc, moi, je pense que vous avez vu juste. C'est un très beau thème que vous avez choisi. Merci pour ces appréciations qui m'encouragent à aller de l'avant. Dites-nous, vous avez suivi cet accord de gouvernance entre l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, entre les deux présidents d'ailleurs, Djobouenou et Biotchani, avec sourire aux lèvres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ce matin, déjà, je m'étais déjà prononcé par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'avec Laurent, on ne s'entendait pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il en sera avec Hector, mais moi, quand je vois ceci, l'analyse première que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'au sein de la mouvance présidentielle, on veut désormais parler d'une même voix. On veut s'entendre pour marcher, c'est-à-dire dans les rangs, c'est-à-dire dans la discipline vers 2026. Et je crois que c'est les prémices, en fait, de ce nouveau, je vais dire, de ce nouvel ordre qui va donc régner au sein de la mouvance présidentielle. Je ne sais pas les signaux
on pourra en parler après, hein. Quels sont les signaux qui les amènent aujourd'hui à vouloir marcher ainsi dans la discipline, mais je pense qu'on sent que, voilà, ils comprennent les choses, ils regardent les tests, ils regardent leurs faiblesses, ils regardent leurs atouts, ils regardent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas, et donc ils essaient d'agir ensemble pour donc porter ensemble la voix donc de leur leader. Bon, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas pour des obédiences politiques qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas ensemble pour avancer donc en rang serré et dans la discipline. Peut-être que d'ici là, dans l'opposition aujourd'hui, enfin d'ici quelques temps, on entendra aussi dans l'opposition des gens qui voudront dire, voilà, maintenant nous aussi on veut se mettre ensemble. Voilà, donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Nous on n'incite rien, mais je pense que c'est de bonne guerre. Quand on regarde le code électoral, il y a 20%, les partis doivent avoir une envergure nationale. Comment est-ce qu'on fait dans telle commune, si on ne fait pas très attention, on risque de se faire damer le pion par les gens de l'opposition. Et ils commencent à réfléchir comme ça. Moi, je pense que c'est le mot également pour toutes les autres, comment on appelle, chapelles politiques, de vraiment de mettre leur génie en branle, voir tout ce qu'on peut faire pour donc aller aux élections de 2026. C'est une bonne résolution pour la mouvance présidentielle. Hugues-Hector Zogo, team UPR, avec cet accord, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je pose la question tout de suite de savoir qu'est-ce qui fait peur. Qu'est-ce qui pousse les acteurs de l'UPR et du BR à pouvoir se retrouver finalement pour l'accord. Au regard de la loi, c'est une disposition. Qu'est-ce qui fait peur? C'est les 20%. Je vais y revenir. Au regard de la loi, c'est une disposition qui est respectée. Il n'y a pas de débat autour. Mais quand je pose la question de savoir qu'est-ce qui fait peur, vous convenez avec moi que malheureusement, les acteurs du bloc républicain ou les acteurs de l'Union progressiste, le renouveau, ne sont pas parvenus à gagner la confiance des Béninois. Et pour cause, juste obtenir un suffrage de 20% leur fait peur aujourd'hui. Parce qu'ils voient tous les enjeux. Ils ne sont pas d'accord avec vous? Ils voient les enjeux de 2026. Ils sont conscients du fait qu'ils n'ont pas encore la possibilité de gagner 20% au niveau de toutes les communes, puisque c'est une exigence. C'est ce que prévoit le code électoral. Et en leur sein, quand ils font sans aucun doute leur analyse, ils se disent, il y a un danger qui nous guette, il y a un piège qui est là, qu'on s'est mis, et donc assez vite, il faut qu'on use par des stratégies pour parvenir à tirer notre épingle du jeu. C'est une force que de reconnaître ses faiblesses. Ça aurait été une force si c'était les acteurs de la mouvance sans le chef de l'État, Patrice Talon. Parce que quand vous avez un chef d'État comme Patrice Talon qui anticipe de tout temps, vous avez vu en 8 ans ce qu'il a pu réaliser pour notre pays. Comment se fait-il que des partis politiques qui ont travaillé à sa suite, qui ont eu suffisamment de moyens financiers de l'État, ne sont pas arrivés aujourd'hui à concrétiser dans la conscience collective des Béninois que ce à quoi on a eu droit là, il faut forcément y travailler davantage. Ça veut dire que ces partis-là ont échoué. Appelons chat chat et chien chien. Que ce soit l'UPR ou que ce soit le bloc républicain, pour moi, il y a eu un échec cuisant. Sinon, pourquoi vous n'avez pas vu, par exemple, l'opposition tout de suite signer un accord de... Pas encore. Peut-être que ça va venir. Ça va peut-être venir. Et la question que je voudrais vous poser, vous ne pensez pas plutôt que l'opposition gagnerait à le faire aussi? Non, l'opposition ne gagnerait pas à le faire. Vous prenez n'importe quel présidentiable de l'opposition aujourd'hui, face à cette machine, sans Patrice Talon, j'ai peur pour le résultat. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, ils sont allés à signer un accord. C'est vous qui venez de le dire. Non, eux-mêmes, ils ont, à partir de leur acte, signé un accord. Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui les fait courir pour qu'ils aient signé un accord? Si vous êtes... Et qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord? Non, ce qui me dérange, rien ne me dérange en réalité. Mais c'est juste que cet accord signé constitue un signal de faiblesse. Oui, mais c'est une force que de reconnaître ses faiblesses. Non, non, pas du tout. Je vous dis, quand on se prépare pour des élections présidentielles, l'élection présidentielle, c'est une élection qui a une envergure nationale. Et ce n'est pas comme les législatives, ce n'est pas comme les communales où certains citoyens peuvent se permettre de dire « ça ne me préoccupe pas ». Mais élire un chef d'État,
tout citoyen prend du recul et se pose suffisamment de questions avant d'aller apposer son empreinte sur le bulletin de vote. Et donc, quand vous avez eu un chef d'État qui a travaillé aux réformes, à plusieurs réformes, qui a présenté plusieurs bilans positifs, reconnus même par des instances internationales, vous ne deviez normalement pas vous retrouver. Qui a amené votre pays à être premier? On a eu par exemple l'Organisation mondiale du commerce, qui s'est retrouvée dans d'autres pays à célébrer la victoire du Bénin sur le plan du coton. Ça, ce n'est que cette semaine-ci. Toute l'Afrique entière est en train de célébrer cette victoire-là avec le Bénin. Mais comment se fait-il que... Donc quand on fait tout ça là, il n'y a pas lieu de faire un accord entre deux partis. Mais les deux partis appartiennent à la mouvance. Les deux partis appartiennent à la mouvance, certes. Et appartiennent au président Patrice Talon. Je ne sais pas si ça lui appartient. Ah ben bon, je vous pose la question. Je vous pose la question. Ce que moi je sais, c'est que les deux partis politiques, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau ou le Bloc républicain, ces deux partis-là ont manifesté le désir de pouvoir accompagner le chef de l'État, Patrice Talon. Très bien. C'est ce qui s'est passé depuis... Vous dites des choses intéressantes, mais nous ne sommes pas encore dans le vif du débat qui nous réunit ce soir. Je sais que les téléspectateurs m'en voudront que je vous coupe. On va consacrer une autre émission à ce développement. On y reviendra. Je suis entièrement disponible pour Oumar, quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe au sujet du jour? J'ai quelque chose à ajouter, notamment à la question de comment on appelle, de Hector. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Mais écoutez, quand on a une échéance électorale qui approche à grands pas ainsi, c'est tout à fait normal de se mettre au travail. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Enfin, je n'ai même pas dit peur, d'avoir des craintes. Il a lâché le mot. Oui, je lâche le mot parce que c'est le mot que vous avez utilisé. Mais en réalité, peut-être le mot peur est exagéré. Mais il faut quand même craindre. Les Béninois ne sont pas des bénis, oui. Ce n'est pas parce positive. que... Voilà, si vous voulez, voilà, je suis d'accord avec cette expression, par exemple. C'est une peur positive. Oui, le vocable me plaît. Je prends ça. Donc, c'est une peur positive. C'est une peur qui permet donc de faire monter l'adrénaline au sein des partis politiques pour aller donc au contact des populations. Ça y est, le combat est là. Il faut qu'on mène le combat. Et vous savez, avant toute échéance électorale, il faut une préparation. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut forcément une préparation. C'est comme ça, ils se préparent, ils sont en train de travailler. Moi, je ne suis aucune obédience politique. Mais moi, je dis que au vu de la loi, au vu de ce que nous avons comme test aujourd'hui, et au vu de ce que le terrain politique également dit, c'est tout à fait normal qu'on se prépare. Maintenant, je comprends beaucoup d'autres choses. Quand Hector parle, c'est pas que je suis en porte-à-faux sur tous les points avec lui. Non, pas du tout. Mais par contre, quand il dit que voilà, le bilan de Patrice Talon parle normalement pour lui. Le bilan de Patrice Talon, normalement... On n'avait pas besoin d'un accord pour pouvoir n'importe qui se lève et qui dit « Oui, moi je suis pour Patrice Talon », normalement, devrait pouvoir rafler autant de voix qu'il veut, rien qu'avec ce bilan-là. Et quand ces partis-là n'arrivent pas, et quand on sent que ces partis-là ne sont pas vraiment, comme on va dire, au contact tout le temps des populations, et quand on entend également le retour que les gens ont comment on appelle là, de ces blocs-là, on est en mesure finalement de dire, mais quel est le travail qu'ils font finalement? Mais bon, maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils veulent travailler, bon, pourquoi ne pas laisser voir? Moi, ça me fait du bien parce qu'il a lâché un verbe. Il dit, il se réveille. Enfin, oui, je suis d'accord. S'il est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les partis politiques, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau ou le Bloc républicain, parviennent à se réveiller, ça voudrait dire qu'il admet qu'il y a eu un échec. Échec de quoi? Des partis, vous voulez dire? Si c'est les partis qui ont échoué à faire leur travail, je suis complètement d'accord avec vous. Revenons dans le débat. Voilà, c'est quel échec? Vous parlez de quoi comme échec? Merci déjà pour l'entrée quand même. Je vous en prie. Chaude, je peux le dire. Le choix du Dauphin pour 2026. Casse-tête pour Patrice Talon ou stratégie du sage, c'est une grosse interrogation. Très beau thème. Une interrogation à laquelle, oui, vous allez répondre. Et il faut le dire au Bénin, nous savons comment les mentalités fonctionnent, nous savons comment les stratégies sont déployées. Nous avons vu en 2016, avant 2016, lorsqu'il s'agissait pour le président Boni Yayi de chercher son dauphin, il l'a cherché, il l'a amené, il l'a nommé, et la suite, on a vu. On l'a vu. Pourquoi alors
le sage ne dévoile pas son dauphin maintenant. Nous allons suivre un extrait du président Patrice Talon, cette conférence de presse qu'il a accordée aux journalistes à la Marina sur sa succession, son dauphin. Suivons. Vous avez, au cours d'une interview accordée à nos confrères de la presse de l'ORTV, parlé de votre ami Olivier Bokor quant à sa candidature, les mouvements qui s'observaient sur le terrain. On remarque cette fois-ci qu'il y a des groupes qui se créent pour un autre de vos conseillers, Johannes Dayon, sans oublier aussi le ministre des Finances qui a des ambitions. Est-ce que vous ne serez pas dans l'embarras de choix pour choisir votre successeur? Comment vous comptez vous y prendre? Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut prendre le temps de travailler pour le pays et de parler de cette question au moment opportun? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le moment viendra où cela va être un débat. Comme je l'ai dit, je pense que le délai raisonnable, c'est environ 6 mois avant. Alors que mes amis, mes collaborateurs, mes proches veulent être candidats, c'est légitime. Que la plupart d'entre vous ici veuillent être candidats, c'est légitime. Mais au moment opportun, je ferai le choix de celui que je vais soutenir, celui pour qui je vais voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin. Qui va être loyal pour au Bénin et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, que, en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe et que si jamais j'ai fait quelque chose ou les miens ont fait quelque chose dont tu dois rendre compte, qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'on va construire le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre ou pas que ce soit mon frère et consort, je veux le moment opportun, si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Alors, ne faites pas de soucis pour moi. Merci. Casse-tête pour le président Patrice Talon en ce qui concerne son dauphin ou stratégie de sage. Hector Zogo, est-ce que le choix du dauphin du président de la République, c'est devenu un casse-tête pour lui? Moi, j'ai envie tout de suite de poser la question de savoir est-ce que le chef de l'État est tenu d'avoir un dauphin? Il a fini son mandat constitutionnel, il peut partir sans laisser de dauphin. Il faut rappeler qu'il a dit qu'il n'a pas besoin que quelqu'un assure son arrière. Évidemment. Donc, quand un chef d'État vous dit ça, il dit indirectement aux politiques, allez travailler. Si vous voulez vous faire élire en tant que chef d'État, arrangez-vous, trouvez les voies et moyens pour y parvenir. Je ne sais pas si lui, il a été dauphin de quelqu'un. Vous êtes dans le pays, vous n'étiez pas en voyage. Ah, bon, donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas tenus de suivre forcément ce que le chef de l'État dirait demain. À la date d'aujourd'hui, en tout cas, pour ce qu'on sait, c'est qu'il a dit de façon officielle qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières. Oui. Et quand un chef d'État dit ça, ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, il est en train de se livrer aux normes de transparence. L'opposition peut prendre le pouvoir, l'opposition peut arriver à auditer ma gestion, mon mode de gouvernance. Je suis disponible, je suis prêt à répondre à quelque appel que ce soit provenant de la justice. Quand vous avez un chef d'État qui tient un langage pareil, pratiquement à quelques mois des élections, où il faut forcément travailler à élire son remplaçant, vous deviez normalement être fier. Donc moi, quand j'entends le chef de l'État, Patrice Talon, à travers ces mots, quand je me fie à ces mots, je suis fier. Parce que je me dis, bon voilà un chef d'État qui ne veut forcément pas se retrouver dans l'enclage politique et dire il faut que j'amène un dauphin et que ce soit systématiquement lui qui le remplace. Auquel cas on se retrouverait dans une monarchie. Parce que dès qu'il aurait terminé, celui qui l'aurait remplacé aussi prendrait la décision de faire venir un dauphin, ainsi de suite. Non, nous sommes dans une république et nous sommes dans une démocratie, on est dans un régime démocratique. Et non, une monarchie. Comment on dit, les Béninois à la date d'aujourd'hui
aurait préféré reconduire quelqu'un de la mouvance, tout comme aurait préféré élire quelqu'un de l'opposition pour remplacer le président Patrice Talon. C'est deux options qui sont valables. Donc, le chef de l'État, quand lui, il reste neutre dans sa déclaration, on va peut-être voir derrière ça quelle est la lecture politique qu'on pourrait en faire. Très bien. Alors, Omar Rianjo, pourquoi les Béninois sont-ils pressés de connaître sur qui le président de la République veut porter son choix pour 2026? Oui, d'abord, chaque Béninois a ses raisons, mais quand on analyse, quand on voit très bien, nous sommes à l'orée, enfin, je ne vais pas dire à l'orée, à l'approche de, comment on appelle, des élections présidentielles de 2026. D'ici le 11 octobre 2025, on sera vraiment dans le vif du sujet. Donc, à un an de cette échéance-là, c'est tout à fait normal, enfin, pas un an de l'échéance, mais à un an de 2025, de la date butoir du 11 octobre 2025, c'est tout à fait normal que beaucoup de Béninois se demandent « Ah, mais attention !» En quoi c'est normal? C'est normal. C'est une élection majeure. On ne parle pas de communal, on ne parle pas de législative, on parle de la présidentielle. Le président de la République, c'est une institution à part entière, lui seul. C'est normal parce que le palais de la Marina existe aujourd'hui. Ils veulent se positionner, ils veulent... Oui, c'est celui à qui... Ils veulent se mettre ensemble avec le futur président. Oui, mais forcément... On dit d'aller à gauche, on va à gauche, on dit d'aller à droite. Non, mais attendez, c'est pourquoi je vous dis, chacun a ses raisons. Et la raison la plus idéale pourquoi on devrait pouvoir s'attendre à un dauphin de sa part, parce que la présidence existe pourquoi? Pour avoir la destinée de notre pays en main, la destinée de tout un pays, ça veut dire de chacun de nous. La direction que le pays va prendre, c'est ce monsieur-là qu'on aura à élire en 2025 qui va prendre cette destinée-là en main. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi le connaître maintenant? Voilà, donc, non mais pourquoi? On cherche à savoir, on essaie de savoir c'est qui. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est une lourde charge que d'être président de la République. La preuve, regardez ce que Talon lui-même est en train de faire aujourd'hui. C'est inédit, quel que soit ce qu'on peut dire. Hein. Je ne suis pas, forcément partisan de Patrice Talon, mais il y a beaucoup de... Oui, je peux l'encenser sur beaucoup d'idées. Parce que lui et moi, enfin, je ne le dis pas parce que je veux... je le dis vraiment, je suis progressiste dans l'âme. J'aime la modernité, j'aime le beau, j'aime qu'on réforme, j'aime qu'on s'adapte à son temps, j'aime qu'on vive à son époque. Vous aimez le feeling du président de la République. Voilà, je sens le feeling, ça correspond à ce que je suis. Vous adhérez à son feeling. Voilà. Ce qui me porte tous les jours, mon envie d'être un vivant, un humain, je pense qu'il a une part de cela aussi en lui et qui transparaît également dans ses réformes. Il veut vivre à son époque, il veut adapter les choses à ce que le monde est aujourd'hui. Vous souhaitez qu'on ait un président donc, quand tu as entamé... à son allure pour 2026 ? Voilà, pourquoi pas. Quand on a cette ambition-là et qu'on fait des choses inédites, je vous dis, c'est des choses inédites qu'il fait. Et tout le monde peut le reconnaître. Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, il est rentré dans l'histoire du Bénin. Tout le monde ne l'a pas reconnu, puisque Guy Mitokpe récemment oui, Guy Mitokpe est dans son rôle. Estime que la rupture a échoué. Guy Mitokpe est dans son rôle. Et sur certains points encore, je serai d'accord avec Guy Mitokpe. Si vous mettez les propos de Guy Mitokpe là tout de suite, je vous dirai les points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Parce que moi, je suis journaliste, je dois être tout le temps équilibré sur mes propos. Donc moi je dis, Patrice Talon est rentré dans l'histoire du Bénin, mais il est rentré par une très grande porte. J'espère qu'il finira... C'est pour ça qu'il faut connaître tout son dauphin. Attendez, je vais finir. Donc vous voyez tout ce qu'il a pu faire jusque-là. Sur le plan infrastructurel, aucun président au Bénin ne l'a fait jusqu'à maintenant. De Maga à Patrice Talon. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il est rentré par la grande porte. Mais pourquoi les Béninois sont-ils pressés de connaître son dauphin? Pourquoi les Béninois peuvent être pressés de connaître son dauphin? Voilà le travail qu'il a fait. Il est tout à fait normal qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent qu'il peut poursuivre ce travail-là, par exemple. Voilà une raison, par exemple. Donc pour certains Béninois républicaine. Non. Pour certains Béninois, pour les partisans, par exemple, du président Patrice Talon, pour tous ceux qui sont partisans de la mouvance présidentielle, ils vont se demander, mais attendez, mais qui est-ce qu'il va faire venir pour que ce travail-là puisse continuer, pour que les réformes puissent continuer, pour que les infrastructures de plus en plus beaux, de plus en plus solides, de plus en plus bien, puissent être toujours érigées. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Donc, beaucoup l'attendent sur ce point-là. Et c'est là où j'adore vraiment votre thème. Parce que les deux aspects que je veux ressortir, en tout cas, quand vous allez nous le permettre, sont là. C'est à la fois un casse-tête pour lui,
parce que c'est un devoir pour lui de le faire, au vu de ce que ses partisans attendent de lui. Est-ce qu'il sait déjà la personne qui va le succéder? Connaissant Patrice Talon, même s'il ne sait pas exactement qui c'est, s'il ne sait pas si c'est Maury ou bien Hector, il peut se dire, entre Maury et Hector, il est très, comme l'a dit, voilà, il est très futé, non seulement futé, mais il a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. Et on le remarque dans les faits, dans les gestes, on le sent, dans ses propos, on le sent. Les autres s'agitent, mais vous voyez, il est calme, il dit non, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour protéger mes arrières. Parce que beaucoup le disent, mais lui ne le dit pas, il dit mais je n'ai personne. Et ça aussi c'est rassurant. Contrairement à Hector, moi je ne suis pas fier, mais je suis plutôt rassuré. Qu'un président de la République au Bénin puisse dire je suis prêt à partir et je vous assure, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Ça veut dire qu'il a confiance en lui, il a bien géré notre pays, il n'a rien à se reprocher, il est blanc comme neige et que rien, il ne craint rien en partant de la République. Donc ça veut dire que le contribuable peut être tranquille, tout ce qu'on a mis à sa disposition comme fonds, il a bien géré. Ça, c'est quelque chose de vraiment rassurant. Et moi, ça me rassure quand j'entends un chef de l'État qui le dit ainsi. C'est vraiment rassurant. Maintenant, revenons à son dauphin, comme vous l'avez dit. Mais son dauphin, c'est un véritable casse-tête. Regardez les agitations autour de lui déjà. Regardez les conséquences, les derniers événements. C'est parti de là aussi, quelque part. On parle de coup d'État, on parle de... Voilà. Donc, enfin, on ne parle plus de coup d'État, on parle de complot contre la sûreté de l'État, pour être bien juste, parce que c'est une affaire qui est devant la justice, il ne faudrait pas qu'on se fasse rattraper par la justice non plus aussi. Donc voilà un peu la situation. Donc c'est un véritable casse-tête pour lui. Autour de lui, on s'agite, il faut qu'il réfléchisse. N'importe qui dans la même situation aurait ce casse-tête-là. Mais au même moment, c'est une stratégie. Parce que quoi? Mais quand on est un politique aussi fin que Patrice Talon, que beaucoup ont vu tout de suite comme un homme d'affaires, il gère le pays comme un entrepreneur. Aujourd'hui, ils ne disent plus ça. Ce thème-là a disparu. C'est un politique, un fin politique, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, même, il les connaît tous. Il les a tous côtoyés avant de venir. Donc, il les connaît parfaitement. Donc, en fin politique, vous avez un message, moi j'aurais mis en fin politique, mais il attend, il met sa stratégie en place. Il faut une préparation. S'il annonce trop tôt, il sera trop tôt devenu, comme on appelle, un politique quelconque, parce que les Béninois, ils sont très forts. Vous l'annoncez très tôt, on a tous les moyens pour aller fouiller dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses propos, dans tout ce qu'il aura à dire, pour pouvoir le casser très tôt aussi. Vous l'annoncez très tard aussi, les autres auront déjà pris le temps d'occuper le terrain. Donc, c'est une stratégie, c'est à la fois un casse-tête. C'est une stratégie de sage. Oui, c'est une stratégie également de sage. On prend le temps, le bon moment. Quels sont les événements majeurs dans le pays en ce moment? Qu'est-ce qu'on met en, comment on appelle, entre... Enfin, Hector, je ne vais pas monopoliser. Vous souvenez, Hector, qu'est-ce qui vous fait rire ici, Hector? Il y a eu une situation qui me fait tellement sourire. C'est quoi? Vous avez le président de l'Union progressiste, le Renouveau. Job Un professeur pour qui j'ai énormément d'admiration, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Un professeur pour qui les Béninois, je pourrais me permettre de le dire, ont énormément du respect au regard de son parcours. Professeur d'université, ministre de la Justice, député à l'Assemblée nationale. Jusque-là, c'était bon. Président de la Cour constitutionnaliste de renom. Président de la Cour constitutionnelle. C'est gâté. Et tout ça à 50 ans d'âge. C'est un beau parcours. Ça, un très beau parcours. Ça, on peut le dire. Grand parti politique. Avant de se retrouver président d'un grand parti politique, il a été un grand défenseur des libertés individuelles. Oui, on se souvient des mercredis rouges, je crois, dans le temps, au temps de... Quand on se permet de citer ceux qui, effectivement, ont travaillé pour que nous puissions revivre ce qu'on appelle les droits de l'homme dans notre pays, en tout cas, à la veille des élections de 2016, on ne peut pas les citer sans compter le professeur... Complètement d'accord avec vous. Il se retrouve du jour au lendemain à la tête de l'Union progressiste, le Renouveau, parce qu'on a fait... Alors qu'on attendait le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a fait appel, comment on appelle, au parti de maître Adrien Rumbegui. Au PRD. Le PRD. Oui. Première élection législative, on le positionne sur la liste et il ne passe pas. Comment vous le voyez? Qui n'est pas passé? Le professeur Joseph Diop. Il est passé, dans le non, 15e. Attendez.
Il est passé ou pas? Il est passé. Attendez, Dans le attendez. 15e. Non, attendez. Quand je dis il ne passe pas, qu'est-ce qu'il j'y met? Posez-moi la question. Vous vouliez un chaos Mais c'est un chaos. compte tenu de son parcours. D'accord. C'est un chaos. C'est un chaos. C'est-à-dire que- C'est un chaos étonnant. Quand on prend cette circonscription électorale, rien que pour le professeur Joseph Diogbenou, il n'y a rien à dire. Ils vont rafler tout ce qu'il y a comme siège. Je crois qu'il doit en avoir 3 ou 4. Ils devraient tout rafler. Ne serait-ce que pour ce nom. Et donc, quand vous vous retrouvez en face d'un schéma comme ça, C'est qu'il y a problème. et vous êtes chef d'État, vous faites très attention à votre peuple. Vous êtes en train de faire des analyses pertinentes. Vous faites attention à votre peuple. Vous ne vous laissez pas, vous ne vous laissez plus aller juste aux résultats que vous aviez eus sur le terrain. Parce que Maurice l'a si bien dit tout à l'heure. Le président Patrice Talon, quel Béninois à la date d'aujourd'hui ne se permettrait pas de reconnaître, pendant les 8 ans de gestion qu'on a eu à la date d'aujourd'hui, là, tous les efforts qu'il a pu consentir en tant que chef d'État? Qui ne va honnêtement pas admettre qu'il y a eu suffisamment de réformes? Je vous dis que les aveugles l'ont vu. Les aveugles l'ont vu. Les sourds ont entendu. Les sourds ont entendu. Je me permets de le dire. Les aveugles l'ont vu et puis les sourds ont entendu. Là, vous encensez le Et gouvernement. quand Non, mais quand c'est bien, ça on pose, faut ça en pose- parler. ça Vous pose- encensez le président Patrice Talon. ça pose quel problème? C'est pas que votre rôle. Ça pose quel problème? C'est pas votre rôle. Non, ça pose C'est une quel argumentation. problème? Et Ça pose quel problème bien faire comprendre les que choses, je on peut puisse passer par- permettre à mes concitoyens béninois de reconnaître qu'il y a des efforts consentis à tel ou tel autre point. Mais ce n'est pas le chef de l'État seul qui s'est retrouvé à réussir ces résultats-là. Il y a eu des personnalités. Et au rang de ces personnalités, on ne peut ne pas compter le professeur Joseph Diogbenou. Et donc, quand voilà. il se retrouve sur une liste et qu'on va aux élections dans cette circonscription électorale-là, les Béninois devraient par respect pour non seulement son parcours, mais également pour Le bilan Le actuel, bilan du actuel. président. donner un chaos pour cette circonscription électorale. Sans compter les erreurs qu'il a eu à commettre, que le peuple n'a pas appréciées. Mais ces erreurs-là, de vous à moi, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des saints. Et celui qui commet des erreurs, c'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui n'agit pas, qui ne commet pas d'erreur. Il y a eu un certain certificat, c'est ça, de conformité. Le C'est certificat de c'est ça qui a créé conformité, tout le le problème. certificat de Ça a conformité, été à la base de beaucoup de le choses certificat aussi. de conformité Maintenant, auquel on les fait Béninois n'ont pas allusion, apprécié. auquel Les on Béninois fait- n'ont pas apprécié. Les Béninois ne l'ont pas apprécié. Mais est-ce que les Béninois, en tant que citoyens responsables, n'apprécient pas le fait que, avant que vous ne soyez un dirigeant, Voulez-vous dire avant qu'ils que doivent vous ne- voir au-delà avant du que, vous ne certificat? puissiez, avant que vous ne puissiez occuper un poste de responsabilité, qu'on puisse voir si, par exemple, vous avez payé vos impôts. C'est vous qui deviez normalement donner le bon exemple. Vous ne le faites pas. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit les citoyens qui le fassent. Donc, en Ça, matière, c'est le quitus donc parlant fiscal. d'erreur, ça n'était pas une. Donc, pour Non, ça, ceux c'est qui le parlent... quitus fiscal. Le Ça, c'est quitus, autre chose. ça autre c'est le chose quitus encore. fiscal. Mais Certificat de conformité. Ça, d'accord. c'était un peu... Ce n'est qu'un exemple Il y que avait je des- donne. il y Je ne avait des- voudrais pas rentrer Ça- dans... ça rentre je ne dans mes voudrais pas souvenirs rentrer- lointains Je déjà. ne voudrais pas rentrer dans les rouages du certificat. Puisque pour moi, ça dénote plus d'une question d'ordre politique. Bon, vous allez accoucher. Les politiques, vous ils se allez connaissent. accoucher. Cette démonstration, c'est pour nous dire quoi? Voilà, c'est pour dire que le chef de l'État, il fait très bien aujourd'hui de se retrouver dans ce silence. Pourquoi? Il fait très bien de se retrouver dans ce silence. Mais De protéger son dauphin, de pouvoir protéger son dauphin. Si effectivement il a un dauphin, sans le dévoiler. je dis si effectivement il a un dauphin, parce que moi je ne suis pas, je ne discute pas avec le chef de l'État, je connais pas, je suis pas dans le secret des Moi dieux. non plus. Alors, Peut-être donc, Omar Non, qui pas du discute tout, avec lui. pas du tout. Donc, c'est Mais pour quand dire on que- analyse ces faits, on peut ressortir quelques éléments qui C'est-à-dire- peuvent correspondre à ce qu'il À la pense date en ce moment, d'aujourd'hui, oui. C'est bien. à la date d'aujourd'hui, si le chef de l'État dit voici celui en qui j'accorderai du crédit pour qu'il se fasse élire, les Béninois vont, je ne sais pas, ils vont très mal présenter l'image de ce compatriote-là. Pourquoi? N'oubliez pas, on a eu un cadre émérite de ce pays. Omar n'est pas d'accord On a avec eu un cadre émérite Omar de n'est pas ce, d'accord on a eu avec un cadre émérite de ce pays. C'est Lionel Zissou,
Oui. Qui ne connaît pas le parcours de Lionel Zinsou? C'est pas pour rien que j'ai fait allusion tout à l'heure. Et C'est pas pour rien que j'ai fait allusion tout à l'heure. Et qui ne connaît pas la sociabilité, vous tout ce que le président Yahi a fait sur le plan social. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait allusion tout à l'heure. On va le laisser finir. C'est pas pour rien que j'ai fait allusion tout à l'heure. Vous allez monopoliser la parole pour le résultat. À la personnalité du président du parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Parlant de Lionel Zinsou. Mais on a eu un cadre émérite en économie. Accompli. Accompli. Que ce soit au Bénin ou à l'international, dès qu'il commence par vous parler d'économie et de finances, vous êtes d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quelqu'un qui est resté digne. Vous n'aviez jamais entendu, de par le passé, que Lionel Zinsou s'est retrouvé dans des compromissions politiques. Jusqu'à ce qu'il soit nommé Premier ministre au Bénin. Je ne sais pas si, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous connaissez un dossier sur lui. Mais quand il a été présenté, ce sont les mêmes Béninois qui, aujourd'hui, décrient de la plus mauvaise des manières possibles l'ancien président Boni Yahi. Mais ce sont les mêmes qui parlaient de son humanisme, de sa sociabilité. Mais quand il s'est agi de choisir son dauphin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils l'ont zappé. Zissou, Talon Edouaï. C'est ce que les Béninois ont dit. Et effectivement, les Béninois ont fait ça. C'est pour vous dire que nous nous retrouvons malheureusement avec un peuple qui ne choisit forcément pas au regard des résultats. Pas forcément au regard des résultats. Et comment faire pour inverser la tendance? C'est pour ça que je vous parlais en début d'émission. Pourquoi vous voulez inverser la tendance? Non, le peuple a le droit d'agir comme il le sent. Hein. Enfin, finissez, allez-y. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que, en réalité, l'accord entre le BR et l'UPR, c'est pour dire qu'on a échoué. Parce que les résultats sont plausibles. On vous aura compris. Oui, les résultats sont plausibles. On vous aura compris. Mais au-delà des résultats, aujourd'hui, il y a une peur. Il y a une peur de ne pouvoir pas avoir... Une psychose. Mais, mais quand on est politique, c'est pour conserver le pouvoir d'État. Voilà. Donc, ce n'est pas la peur. Le politique n'est pas dans la démarche de regarder quelqu'un d'autre lui arracher le pouvoir. Voilà. Non. Le politique est dans la démarche de pouvoir conquérir le pouvoir et de le préserver pour autant d'années que possible. La stratégie du sage va-t-elle payer au regard de cette démonstration brillante que vient de faire Hector Jogo? Est-ce que la stratégie du sage pourra payer? Non, tout dépend de comment le sage poussera les pions au niveau de l'échiquier. Puisque je parle de comment inverser la tendance et vous n'étiez pas d'accord. Oui, mais pourquoi vous voulez inverser la tendance? C'est une façon. La stratégie du sage pourrait conduire à déjouer les plans, donc inverser la tendance. Quel plan? Le peuple n'a pas de plan, le peuple choisit, le peuple a le choix, le peuple béninois reste intègre et fait son choix comme il l'entend. Et on l'a vu avec Zinsou, on l'a vu avec Djogbenou également au moment des législatives et des communales. Enfin, ce sur quoi je veux revenir et éclairer un peu plus, c'est que n'oubliez pas le travail. Au moment où on présentait Djogbenou dans sa circonscription, comme tête de liste, n'oubliez pas que l'opposition aussi a fait un gros travail de sape. Enfin, c'est de bonne guerre, hein, un gros travail de sape pour aller contre tout ceci. Donc, le travail de l'opposition également a payé à ce niveau. Prenez Zinsou, vous avez parlé de Zinsou. Oui, c'est des parcours extraordinaires, tout comme Djogbenou. Mais au même moment aussi, il y avait une opposition contre Yahi en ce moment. Tout le reste de la classe politique était contre Yahi dans le temps. Même ceux qui avaient mangé pendant 10 ans avec lui. Mangé en griffe, excusez-moi, je ne devrais pas l'utiliser. Mais ceux qui avaient géré le pouvoir avec lui pendant 10 ans, à la dernière minute, on retournait Kazakh et ils sont partis de l'autre côté, du côté de Patrice Talon, pour aller soutenir Patrice Talon. Et donc, il y a eu un travail de sape également pour aller contre la candidature de Zinsou à ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Le Béninois est très conscient d'une chose. Il écoute tout le monde. Il écoute aussi bien la mouvance que l'opposition.
Et au moment du choix, il choisit celui qui lui plaît. Ce n'est pas parce que celui-ci a un parcours extraordinaire, celui-ci est une fierté nationale, sur le plan international aussi, que non, le peuple va fermer les yeux et va dire non, on va voter pour lui. Comme c'est l'ancien président, il a déjà fait un bon boulot. Mais on a adoubé Patrice Talon. Sur le plan humain... Et pourquoi là où le Béninois doit voir le bon, le bien partout, là, il cherche toujours le mal, là où se trouve le mal. Pourquoi il ne peut pas avouer que, comme l'a fait Hugues Hector Zogo, comme vous-même sur ce plateau, que non, ce président a travaillé. Et pourquoi il cherche des noirs? Oui, mais écoutez, on est en démocratie depuis combien d'années? 1990. Ça fait pratiquement, on va dire 34 ou je ne sais pas moi. Enfin, on fera bien le calcul plus tard. Voilà. Donc, c'est normal. Déjà en 2016, ça faisait 26 ans qu'on était en démocratie. Imaginez tous ces enfants-là qui sont nés en 1990 et qui avaient 26 ans dans le temps. Ne leur demandez pas d'agir comme leurs parents. Surtout qu'ils constituent la plus grande majorité de la population. Ils ont le droit de vote. Ils agissent selon ce qu'ils pensent être bon. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils réfléchissent, ils se demandent, ah, mais ce président, on l'a connu depuis 10 ans. Pratiquement la moitié de mon existence, je l'ai connu, lui. Et pourquoi est-ce qu'il va m'imposer une autre personne? Donc, ça veut dire que, quelque part, on est prêt maintenant à avoir l'alternance. Les Béninois aiment l'alternance. Ils aiment l'alternance. Et notre Constitution nous l'a conféré également, nous donne ce droit-là. C'est un droit que le Béninois n'hésite pas à arracher. Et je suis complètement d'accord. Donc, quand on lui impose quelque chose et qu'on voit que celui qui vient, il vient de la droite ligne de ce qui était là avant, les Béninois peut-être ont envie de changement. Ils se disent, voilà, je veux changer, je veux, voilà, autre chose. Donc, ce n'est pas le parcours individuel des individus qui compte. On est d'accord. Et je suis d'accord avec Hector sur le point, quand il dit, c'est devenu un point sur lequel le président également travaille. Le résultat des urnes ne compte pas. Le cursus des hommes également ne compte pas pour le Béninois. Donc, ça devient un véritable casquette. Qu'est-ce qui compte vraiment? Je ne saurais le dire là tout de suite, mais je sais qu'il y a les événements majeurs. C'est l'alternance qui compte. Peut-être l'alternance, l'envie d'alternance des Béninois, l'envie de voir de nouvelles têtes, l'envie de voir le Brimé venir faire ce qu'il a envie de faire. Quand le président Patrice Talon a joué la victimisation, enfin... On a vu ce que ça a donné. Tout de suite, les Béninois l'ont adoubé. Et donc, il n'a pas joué la victimisation. Bon, en tout cas, il était dans la position de la victime dans le temps. Il était dans la position de la victime. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Donc, il a surfé sur cela et ça lui a marché. Et finalement, il a été donc, comment on appelle, élu président. Donc, les Béninois sont très attentifs. Ils observent. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais le moment venu, ils mettent qui ils veulent au pouvoir. Est-ce que ça va marcher pour 2026, cette logique? Oui, cette logique va marcher pour 2026 si le président Patrice Talon arrivait à commettre l'erreur de donner avant octobre 2025 le nom de son dauphin. Ça marchera systématiquement si jamais le chef de l'État commettait cette erreur-là. Mais à quel moment doit-il donner le nom de Je suis convaincu... À quel moment il doit donner le nom? On se retrouvera peut-être en septembre 2025. Et avec tout ce que j'entends, je vois que c'est un casse-tête plutôt pour le président de la République. Ce n'est pas que seulement une question de casse-tête, mais aussi une question de préservation des acquis. Donc de stratégie également. Donc les deux sont là. Donc les deux. Les deux. Casse-tête et stratégie. Donc casse-tête et stratégie, oui, c'est les deux. Du sage. Quand vous aimez votre pays, à des moments donnés, vous prenez de la hauteur et vous faites ce que personne n'a le droit de faire. Pour moi, le parcours du chef de l'État, Patrice Talon, c'est un parcours singulier en politique. On aura le temps de revenir sur comment est-ce qu'il a pu gérer le Bénin. C'est un parcours singulier. Il avait dit comment il faut gérer. C'est un parcours à la limite de ce que nous avions eu avec l'ancien président Émile Derlin Zinsou, où on parlait du Zinsou Takwe. Qui a aimé le Zinsou Takwe? Personne. Et pourtant, on en avait besoin. C'est pour vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, on se retrouve à une étape où le chef de l'État doit pouvoir s'imposer. Vous dites des choses qui me séduisent. Il va pouvoir s'imposer aux Béninois pour leur dire... Mais il n'a plus beaucoup de temps là. Il n'a plus beaucoup de temps, certes, mais vous avez, depuis 1990, jusqu'à ce qu'on ne me fasse élire en tant que chef d'État, vous avez travaillé
au volet politique, qui est un volet mis en place par la conférence des forces vives de la nation. Mais vous avez oublié le second volet, qui est aussi le volet économique. Parce qu'au niveau de la conférence des forces vives de la nation, ce que nous oublions bien souvent, c'est que personne ne parle du volet économique. Il y a eu deux axes stratégiques. Il y a la stratégie politique et puis il y a la stratégie économique. Mais puis, depuis 90, tout le monde se retrouve à parler du volet politique et on oublie le volet économique. C'est ce qui a fait qu'on a eu plusieurs zones industrielles, mais qui n'ont jamais été des zones économiques. Je prends l'exemple de la zone industrielle de Gapé, connue avec plusieurs hectares. On a mis en place plusieurs unités de production, mais qui n'ont jamais fonctionné. Parce qu'à un moment donné, les politiques qui étaient au pouvoir n'avaient pas pensé que ces zones-là pouvaient générer de l'économie pour le pays. Mais avec l'arrivée du président Patrice Talon, il dit « Je mets en place des réformes économiques ». Ces réformes-là, ce n'est pas sans erreur, bien évidemment. Il ne nous reste que 4 minutes. Ce que je vais dire, vous en donne une. Ce que je vais dire fondamentalement, c'est que nous avons fait de 2016 à la date d'aujourd'hui l'expérience des réformes économiques. Moi, en tant que citoyen, si je dois encore me prononcer, ça ne peut qu'être que dans la droite ligne des réformes économiques. Peu importe que ce soit l'acteur de l'opposition. Vous avez déjà desserré votre ceinture? Que ce soit l'acteur de l'opposition. Je dis bien que ce soit l'acteur de l'opposition ou l'acteur de la mouvance qui m'apporte cette réforme-là, je l'achète. Mais moi, je ne veux plus. Avec la ceinture serrée. Avec la ceinture serrée. D'accord. Mais c'est la ceinture serrée qui permettra à mes enfants de vivre mieux demain. Mais quand vous voyez un Américain, vous n'avez pas du respect pour l'Américain? Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Parce qu'il y a eu des générations qui se sont sacrifiées. Voilà, qui ont été faites par les pères fondateurs des États-Unis. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on ne veut pas faire ce sacrifice-là? Ce n'est pas une question de Patrice Talon, c'est une question de la nation bénin qu'il s'agit. Pour finir, votre mot de fin. Pour finir, mon mot de fin, c'est d'inviter tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, à nous sortir des profils extraordinaires. Moi, j'en veux. Moi, je veux avoir de très bons profils au niveau de l'opposition, tout comme au niveau de la mouvance. Il faut leur faire des propositions. Je n'ai pas besoin de leur faire des propositions. C'est eux qui ont travaillé à l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir la dynamique selon laquelle aujourd'hui les candidats doivent venir des partis politiques. Donc, ils n'ont qu'à nous sortir les meilleurs candidats. Hector Zogo, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, sur les derniers propos de Hector, je suis complètement... Enfin, je buvais ces mots, mais j'étais complètement d'accord avec lui. Pour une fois sur ce plateau, j'ai quelqu'un qui reconnaît quand le travail est bien fait. C'est rare. Lui et moi, tout à l'heure, on s'en fait. Il y avait des prises de bec parce que tout simplement, on ne s'entendait pas sur certains points. Mais sur certains points, on est plutôt, je vais dire, compatibles et sur la même longueur d'onde. Sur le plan politique, on a assez... La ceinture reste serrée. Et s'il le faut, il faut la serrer peut-être un peu plus longtemps. Il faut la serrer davantage. Voilà, pour que les enfants, le futur de notre pays soit aussi radieux qu'on le souhaite. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que sur le plan politique, on a déjà éprouvé pas mal de choses. Et beaucoup de réformes aujourd'hui viennent également sur le plan économique pour correspondre justement à nos anciens. Ceux qui ont fait donc cette conférence nationale-là et qui rêvaient de beaucoup de choses également pour donc l'essor économique donc, de ce pays-là. Et ces réformes-là aussi agissent. La GDIZ qui est là, moi je pense que c'est dans la droite ligne de ce que Hector vient de dire là tout à l'heure. Donc moi je pense que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens de la mouvance présidentielle, déjà par rapport aux dauphins et aux candidats, je pense qu'il faut prendre le temps désormais de se préparer. De préparer véritablement des programmes qui tiennent vraiment la route. Il ne faudra pas venir à chaque fois nous sortir quelqu'un comme on fait d'habitude à la dernière minute. Voilà, c'est un technocrate, fonctionnaire international, BCAO, je ne sais pas quoi, et BOAD, il faut le prendre. Ah voilà, c'est Zinsou, fonctionnaire, enfin je ne sais pas moi, franco-béninois, grande renommée, il faut le prendre. On a assez vu ces choses-là. Il faut vraiment travailler. On veut des programmes bien faits. C'est le maillage de voilà, on veut des programmes bien faits. Des profils, la parole de profils, mais des profils sur le plan démocratique qui tiennent également. Parce que toutes ces tensions qu'on a eues également sur ce point-là, je pense que c'est un manque de démocratie au niveau des hommes surtout.
Les Béninois, je pense qu'ils sont plutôt mûrs aujourd'hui. Et comme vous voyez, même leurs actes à travers les élections, ils aiment le changement, ils aiment l'alternance, ils aiment la démocratie. Est-ce que ça se fera en 2026? L'alternance, c'est quoi? C'est que le président change ou pas. La loi nous l'impose, hein. Le président changera l'année prochaine, enfin en 2026. Oumar Rianjou, merci. Je vous en prie. Le président de la République a confirmé au cours d'une sortie, au cours de cette semaine, qu'il va partir et que véritablement il aura l'alternance au pouvoir. C'est Afrique Média qui en a parlé au cours de cette semaine. Madame, Messieurs, choix du dauphin, du président de la République pour 2026, casse-tête ou stratégie politique. Mes invités ont préféré casse-tête et stratégie politique. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes parfaitement d'accord. C'est les deux, casse-tête et stratégie politique. Nous vous retournons donc la balle à votre niveau. Continuez le débat, continuez les analyses, comme ça c'est fait sur ce plateau. Chacun se fera ses idées et chacun saura ce qui conviendra pour notre République. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier pour toute l'attention accordée à cette émission. Ce numéro de ce vendredi 11 octobre 2024. Hugues Hector Zogo, vous êtes analyste politique, DP du quotidien indépendant. Merci d'être venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir de pouvoir vous retrouver sans doute la semaine prochaine. Inch'Allah. Oumar Rianjou. Écoutez, ça serait un plaisir pour moi de revenir également si c'est Hector. J'adore. Oui. Madame, Messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez cette émission réalisée par Marcel Yedo. À bientôt.